Bienvenue pour ce dernier cours d'ERC, enfin du moins pour les CM. Ensuite, nous nous reverrons en TD, puis vous continuerez avec Monsieur Elkaïm. Donc la dernière fois, nous nous étions laissés sur les éléments qui correspondent à la construction d'un questionnaire, et nous nous étions arrêtés, si ma mémoire est bonne, parce que ça remonte un peu, hein, c'était avant les vacances, donc ça fait un peu long, et je crois qu'on avait fait les questions ouvertes et les questions fermées. Voilà, donc un drapeau rouge, attention, la différence entre une question ouverte et une question fermée, c'est fondamental, ça fait partie des B à bas, en plus ça n'a rien de compliqué, donc j'espère que vous sauterez sur l'occasion pour bien le retenir. Mais bref, donc pour continuer dans cette même idée, je vais vous présenter très rapidement d'autres grands types d'échelles qu'on utilise classiquement dans les questionnaires, sachant évidemment qu'il y a une séance de TD qui est dévolue et qui va beaucoup plus loin, qui va vers de la mise en pratique, où on manipule vraiment ces échelles, on joue avec, et que vous ferez avec Monsieur Elkaïm. Donc je ne vais pas non plus m'apesantir à l'outrance, essayer déjà de retenir les grands principes pour pouvoir aller d'autant plus vite dans le cœur du sujet une fois rendu au TD, et puis en vue du partiel, parce que ça tombe toujours, hein. Si vous ne maîtrisez pas les échelles, autant dire que ça ne sert à rien de faire des ERC. Mais bref. Donc, outre les questions ouvertes et fermées, on a des échelles à catégories spécifiques. On va en voir quelques-unes qui sont un petit peu des représentatives de ce qui se fait dans le milieu, même s'il en existe énormément d'autres. Souvent, elles sont des dérivés ou des adaptations des grandes catégories que je m'apprête à vous présenter. Donc, les échelles à catégories spécifiques, en fait, pour toutes les nommer d'un coup avec un terme globalisant, c'est des formes spécifiques de questions fermées, souvent à choix multiples, et qui sont souvent utilisées pour mesurer des variables psychologiques. Donc évidemment en ERC, elles trouvent une application très aisée, puisqu'on s'intéresse en fait à la psychologie plus ou moins de l'acheteur et son comportement. Donc, en premier lieu, l'échelle de Likert, dont je vous ai déjà longuement parlé, je ne sais plus si j'en avais parlé la dernière fois. On mesure le degré d'acquiescement d'une personne s'agissant d'une proposition. Donc, ce produit est à mon goût, cette voiture est jolie, cet ordinateur est pratique à utiliser. En fait, peu importe la proposition qu'on fait, les modalités de réponse vont jamais changer. C'est ça qu'on appelle une échelle de Likert. Ça va être le degré d'acquiescement qui se mesure avec des terminologies d'accord. Pas du tout d'accord jusqu'à tout à fait d'accord. Donc voilà, vous avez les 5 gradients qui s'affichent à votre écran, et c'est toujours ça une échelle de Likert. Alors, ce que je veux dire par toujours ça une échelle de Likert, c'est faire une proposition et demander le degré d'accord. Ensuite, par contre, les échelons de l'échelle peuvent varier. Donc, on peut aller évidemment de 3 jusqu'à potentiellement l'infini, même potentiellement de 2 jusqu'à l'infini, même si 2 ça devient dichotomique, hein, du coup c'est une question nominale, vous le verrez plus en détail en TD. Mais du coup, même si on peut techniquement faire ce qu'on veut, il est recommandé de procéder de 4 à 7. Pourquoi ? Parce qu'en dessous de 4, en fait, on perd de la fiabilité statistique, parce que là on est dans du quanti, donc derrière on fait des tests statistiques, hein. Et au-dessus de 7, en fait, ça fait trop de choix et ça a tendance à mélanger les répondants, et c'est pas forcément conseillé, hein. Le répondant, il veut quand même aller vite, il veut pas y passer sa vie sur votre questionnaire, donc ne le perdez pas. Donc on a un autre problème aussi, on le verra avec le problème de la tendance centrale, hein, dans les biais à la fin du chapitre là, c'est le nombre d'échelons qui composent l'échelle. Donc là, dans l'exemple que je vous donnais, il y en a 5, donc il y a un point neutre, ni en accord, ni en désaccord. Le problème, c'est que ça autorise la neutralité, et c'est souvent un refuge pour les répondants. Oh, je sais pas trop, bah tu sais quoi, je vais mettre Nini. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle les nini. Ni d'accord, ni pas d'accord. Je suis ni satisfait, ni insatisfait. Je suis, voilà, la réponse neutre. Et en fait, t'en fais pas grand-chose de ça quand tu traites tes données. C'est un problème. Par contre, en même temps, forcer le répondant à répondre soit par du négatif, soit par du positif, soit d'accord, soit pas d'accord, enlever le nini, enlever la neutralité, ça peut poser un problème quand sincèrement, en fait, une partie de l'échantillon pourrait répondre de manière neutre. Mettons sur un sujet d'actualité, que pensez-vous de la réforme du stage dans, je sais pas, le monde de la grande distribution ? Il y a peut-être un nombre de gens qui honnêtement répondraient « Oh, je suis ni d'accord ni pas d'accord parce qu'en fait, je m'en calisse un peu le rein, tu vois. » Dans ce cas-là, enlever la réponse neutre peut poser problème. Donc voilà, c'est toujours à sous-peser. Comme d'habitude, en fait, tout est contextuel, tout est situationnel, tout est contingent. Je vous invite à aller voir la définition si vous ne connaissez pas la définition de ce mot. Mais en fait, il faut juger ça à l'aune de son objet, de sa problématique, des moyens dont on dispose.
et du terrain qui sera le nôtre pour l'étude. Bref. On a aussi le problématique du sens de rédaction des propositions. Et pour éviter que les individus y répondent de manière automatique et souvent positive, on verra que c'est un biais d'acquiescement ou de contamination, les deux peuvent intervenir, on a l'habitude d'intervertir l'ordre des notations. Donc par exemple de commencer par pas d'accord et de finir par d'accord, ou inversement de commencer par d'accord et de finir par pas d'accord. Ça permet de déceler les gens qui répondent pas honnêtement de manière mécanique. On y reviendra. L'échelle de différentiel sémantique, elle ressemble un peu à Likert, mais par contre, là, le point fondamental de différence, c'est qu'elle est bipolaire. Le répondant, il ne se positionne pas simplement par rapport à un jugement de valeur, par rapport à une proposition, comme tout à l'heure, ce produit est à mon goût, mais il émet un jugement parmi deux propositions possibles. C'est ce qu'on appelle l'échelle dite de différentiel sémantique. Donc on demande de se positionner en fait entre deux adjectifs de sens parfaitement opposés. Je vais vous donner un exemple. Le jugement de valeur est donc fait par le répondant entre la polarisation autour des deux termes. C'est très difficile à rédiger. Pourquoi ? À cause du choix des termes. Parce que les termes peuvent avoir des sens différents entre les personnes. Donc c'est vraiment le bordel. Il y a beaucoup plus d'exemples qui sont donnés en TD. Mais donc du coup, voici pour comparer le Likert et le différentiel sémantique. Le Likert, vous faites une proposition, l'utilisation de ce siège de bureau me fut aisée dans ma prise de fonction. Bon, plutôt pas d'accord, jusqu'à tout à fait d'accord. Et on pourrait faire n'importe quoi. Ensuite, le différentiel sémantique, on a toujours une amorce, pour moi la marque X est. Et alors ce qui est pratique, c'est qu'en plus on peut faire beaucoup plus de déclinaisons. Cher ou bon marché, efficace ou inefficace, prestigieuse ou ringarde. Et là, vous voyez, le problème, c'est qu'il faut opposer deux termes qui, sémantiquement parlant, et c'est pour ça qu'elle s'appelle différentiel sémantique, sont vraiment des opposés, sont vraiment symétriques. C'est pas si évident. Et donc, vous voyez qu'on peut à nouveau coter avec des échelons de 1 à 5, de moins 2 à 2, de 1 à 7, mais bref. Et on oppose en fait ces deux termes. Ça permet à la fois deux jugements de valeur. Le bien et le pas bien. Donc, ces échelles sont des variantes des échelles, les échelles d'intention sont aussi une forme d'échelle qui est dérivée en quelque sorte du Likert. Elles sont une variante des échelles différentielles sémantiques. Il s'agit évidemment de données subjectives, mais comme toujours avec les questionnaires auto-rapportés sur des intentions ou des rappels de comportement. Et je vous l'avais déjà dit en cours, à moins que l'intention soit très très marquée, il faut prendre ces questions avec des pincettes. Et donc là, à chaque fois, on demande en gros à l'avenir, est-ce que tu vas faire tel truc ? Dans les 6 mois à venir, pensez-vous faire l'acquisition d'une montre connectée ? Non, il n'y a aucune chance, jusqu'à oui, j'en suis absolument certain. Et donc, voilà, ça vous permet d'étalonner l'intention. Encore une fois, pincette, danger. On s'est aperçu plein de fois, notamment avec l'étude des panels. L'étude des panels, on compare le déclaratif des gens avec leurs achats réels. C'est ça qui est pratique dans les panels. Parce que les gens, outre de dire qu'ils vont acheter tel truc, qu'ils ont mis ça sur leur liste de courses, en fait, leurs cartes de fidélité sont associées, les panélistes sont rémunérés toujours. Et donc du coup on voit ce qu'ils consomment vraiment. Donc tu peux comparer ce qu'ils disent vouloir faire et ce qu'ils font vraiment. Et donc on sait que les intentions, globalement, c'est pas très fiable. Mais bref. Et enfin les échelles à icônes. Alors, elles sont de plus en plus utilisées, les échelles à icônes, notamment parce qu'elles sont amusantes, rigolotes, et donc du coup ça favorise en fait les réponses des questions, ça permet aussi de toucher des enfants plus facilement, ça c'est très très pratique en marketing. Elles permettent en outre de s'affranchir de la barrière de la langue. Elles sont très utiles s'agissant des émotions, mais malgré tout, elles restent limitées en termes de modalités d'application. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles emportent une forme d'imprécision. Les gens peuvent mettre certains termes derrière des icônes. Est-ce que c'est vraiment content ? Est-ce que je le fais souvent ? Est-ce que je suis satisfait ? Voilà. Que veut dire le smiley, en fait, selon la proposition qui est faite dans la question ? Et c'est la problématique des échelles à icônes, même si, je viens de le souligner, elles ont de multiples avantages. Alors, quelle échelle retenir ? Je vous le disais un peu tout à l'heure déjà en préambule, c'est que les échelles à retenir, elles vont être fonction de l'objet d'étude qu'on va avoir, de notre situation d'enquête, du profil socio-démographique de nos répondants, etc. etc., etc. Un exemple tout bête, tu vas pas prendre du Likert ou du différentiel sémantique si tu fais des enfants. Surtout des enfants peu âgés, évidemment. Donc voilà, c'est toujours le problème en fait. Mais on a un petit tableau qui a été réalisé. Bon, alors là, c'est plutôt sur leurs caractéristiques
psychométrique, hein, mais qu'à comparer les échelles. Donc, à titre indicatif, je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, mais voilà. On a donc testé empiriquement en fait ces échelles sur des mêmes objets, sur des mêmes motifs de recherche. Donc, par exemple, je sais pas, l'utilisation d'un ordinateur. Et donc, on a fait la même étude sur l'ordinateur, mais en utilisant ces différentes échelles. Et on a comparé la fiabilité, la validité, la rapidité d'administration du questionnaire et la simplicité de compréhension pour le répondant. Et donc, par exemple, pour les plus utilisés, les échelles de Likert, bonne validité, bonne fiabilité, rapidité qui finalement n'est pas extrême, parfaite, et simplicité qui ne l'est pas tant, parce qu'en fait, la formulation de la proposition doit être toujours pensée avec un acquiescement possible. Et ça complique parfois la tâche. Différentiel sémantique, la simplicité pour la personne qui construit le questionnaire est faible. Vraiment, c'est prise de tête. Et elle est relativement moyenne pour le répondant, qui doit un peu parfois se casser la tête à vraiment est-ce que je comprends bien le mot, est-ce que ces deux mots doivent être opposés. C'est toujours des questions qui ressortent même pour le répondant. Les plus faciles en fait à administrer, c'est les échelles dichotomiques. Oui, non, j'aime pas. Mais vous vous rendez bien compte, rien qu'à l'énonciation, que l'information qu'on peut en retirer est hyper imprécise, on s'en reparlera dans les biais. Bref, donc voilà, en fait, c'est toujours une question d'arbitrage. Le mieux, c'est malgré tout de les mélanger, de les mêler, et d'essayer à chaque fois de voir aussi quelle est l'information qui est primordiale qu'on veut recueillir et de mettre peut-être les échelles les plus pointues qui nous permettent d'avoir l'information la plus fine sur ces éléments-là et les informations un peu moins importantes pour maximiser les réponses des répondants, éviter la lassitude ou diverses formes de biais, et bien d'essayer de choisir d'autres types d'échelles. Donc à chaque fois, en fait, c'est à construire en fonction de son questionnaire, de son objet, de ses répondants. Encore une fois, pardon, je me répète, mais c'est toujours ça, en fait, la difficulté intrinsèque à cette matière, c'est que, outre la théorie que je vous présente maintenant, sa mise en situation est extrêmement difficile. Et beaucoup plus difficile, en fait, que de comprendre les enjeux théoriques que je vous souligne. Mais bref. Pour rappel, je vous l'ai déjà dit, tout ce qu'on vient de dire s'agissant du questionnaire, des questionnaires quantitatifs, les impératifs de forme et de fond qu'on va voir, on va les revoir très très en détail, alors pas avec moi mais avec Claude Elkaïm, en TD, et j'espère du coup que vous en pèserez encore mieux les enjeux. Et vous verrez qu'avec la mise en pratique, c'est quand même un sacré casse-tête. Parce que les principes théoriques tels que je vous les énonce là, j'ai l'impression qu'ils passent bien, et d'ailleurs j'en suis ravi. Vous comprenez bien, vu les échanges qu'on a eu au cours des cours. Bon alors, le nombre de personnes qui me répondent est un peu restreint, donc je ne sais pas si c'est représentatif de l'ensemble de la promotion, hein, pour reprendre un concept des ERC. Mais bon, pour l'instant, franchement, les retours que vous me faites, vous avez l'air de très très bien comprendre et je vous en félicite. Après, vous allez voir qu'en pratique, c'est encore une next step, puis vous aurez ensuite ERC2 avec Madame Terrien, donc vous ferez du questionnaire. Je sais pas exactement comment elle aiguille les trucs, parce que je suis jamais venu voir de l'intérieur ces cours. On peut pas, ça c'est une grande frustration en tant que prof de pas savoir exactement comment font les collègues. Mais bon, enfin on se raconte, mais c'est pas pareil que d'assister à un cours. Mais bref, donc vous irez plus loin et je pense que vous aurez l'occasion de le sous-peser, j'espère. Mais bref. En vrai, là, on va s'intéresser dans cette deuxième partie du chapitre qui porte sur le quantitatif aux impératifs de forme. Alors, en vrai, distinguer le fond et la forme, c'est un peu surfait parce que les deux, ils doivent être pensés ensemble. Et pour qu'un questionnaire soit de qualité, il faut qu'il soit de qualité tant du point de vue de la forme que du point de vue du fond. Donc, c'est vraiment surfait de séparer les deux. Là, je le fais pour maximiser la transposition didactique, mais en vrai, il faut penser les deux en même temps, évidemment. Mais bon, c'est plus pratique pour le structurer et vous le présenter sous la forme d'un plan ainsi, donc on distingue les deux, mais en vrai, il faut toujours penser les deux ensemble, n'est-ce pas? Donc bref, on va voir trois sous-parties s'agissant de la forme, la rédaction, la structure et la codification, on ira hyper vite, c'est pas très important à ce stade, de toute façon, vous le verrez en ERC2, ça, je le sais, puisque vous réaliserez un questionnaire, de A à Z, puis vous l'administrerez. Donc, pour la rédaction d'un questionnaire. En fait, ici, on va donner malgré tout qui est des remarques de bon sens. Enfin, je veux dire, vous pouvez y penser tout seul. Le but, c'est de pas en oublier et de... C'est vraiment un enjeu très très fort, croyez-moi, parce que on oublie tout le temps un truc quand on est lancé dans l'action, si je puis dire. Et quand je dis action, là, c'est la rédaction d'un questionnaire, par exemple. Et donc, vraiment, concrètement, dans les cours de RC, ensuite, on constate à chaque fois qu'elles sont ignorées, et aussi dans les questionnaires réels, et puis, même chez des pros, on n'a qu'à repenser à Conspiracy Watch. Mais bref.
Le vocabulaire et le style utilisé, première remarque, pour la rédaction d'un questionnaire, doivent être ceux employés par les répondants et non ceux du rédacteur. Qu'est-ce que ça veut dire? On proscrit le vocabulaire technique. Donc les éléments de langage marketing, par exemple, parce que souvent vous êtes des gens de marketing quand vous avez ce genre de mission qui vous incombe, et donc vous n'avez pas employé ce type de choses. Vous ne parlez pas de panel ou de segment de marché à un consommateur lambda, sans insulter aucunement le consommateur lambda. Mais si ça se trouve, c'est un ingénieur ou un astrophysicien et il connaît même pas le concept de fondement, de segment, ou il l'a vu de loin et il connaît pas le sens précis. Donc du coup, sa réponse va être invalidée par la méconnaissance de l'énonciation de la question qu'il va avoir. Donc voilà, on essaye de penser au langage de la personne à qui on s'adresse et non de raisonner en nos termes, pour le dire simplement. Donc on bannit la novlangue de l'entreprise aussi, le jargon de métier. Alors là, j'ai envie de vous demander quels moyens privilégiés on a pour acquérir le langage des cibles. On y a déjà répondu de multiples fois dans ce cours, j'espère que vous avez la réponse. Exemple de ce que je viens de dire. Pensez-vous que la distribution des produits biologiques soit suffisante? Alors là, on va aller un peu loin, on va aller chercher la petite bête, notamment pour le deuxième aspect, mais 1. Le terme de distribution dans notre question. Rappel, pensez-vous que la distribution des produits biologiques soit suffisante? Ce mot n'a pas le même sens commun que celui qu'il revêt dans le monde de l'entreprise. La distribution, ça peut être les fournisseurs, mais la distribution, c'est les répartitions à des personnes dans le sens commun. Donc là, on a deux sens. Est-ce que la question signifie donc, est-ce qu'il y a assez de fournisseurs pour couvrir le territoire, ou est-ce qu'il y a assez de présence, de distribution, donc de points de vente de l'agriculture biologique pour la population? Et ça change complètement les réponses qu'on va avoir. Donc est-ce que c'est un questionnaire qui est à destination des distributeurs, de professionnels, ou qui est à destination de particuliers, de consommateurs tels que vous et moi? Ben, ça change tout dans la compréhension de cette question. Et si quand vous créez le questionnaire, vous ne pensez pas à ça, et que d'ailleurs vous mêlez à la fois des pros et des persos, vous aurez des réponses qui seront difficilement comparables du fait de ce biais de vocable. Produit de l'agriculture biologique. C'est moins vrai aujourd'hui, mais il fut un temps, ça fut assez vrai. La définition de l'agriculture biologique n'est pas unanimement connue du grand public. C'est encore quelque chose qui est un peu flou parfois. Ça le demeure vrai aujourd'hui dans une moindre mesure. Et le terme est trop souvent confondu avec le commerce équitable, l'agriculture raisonnée ou même les produits diététiques. Et ça demeure totalement vrai aujourd'hui. Notamment entre les trois derniers termes, et peut-être un peu moins avec l'agriculture biologique, les produits biologiques étant devenus des biens de consommation courante, ce qui n'était pas le cas il y a de ça ne serait-ce que 10 ans. Suffisant. C'est quoi suffisant? Alors ça, c'est un piège, mais qu'on retrouve tout le temps. C'est énervant, c'est frustrant. Et vous verrez, vous le referez dès que vous serez avec Michel. C'est quoi suffisant? Ça veut dire quoi suffisant? Deux personnes qui répondent que cela est suffisant, ça vous permet de quantifier le sentiment de suffisance? Une va dire que c'est suffisant, l'autre non. Et c'est quoi la limite qui sépare les deux? Si ça se trouve, en fait, elle qualifie le même phénomène. Je vais vous redonner un exemple après. Voilà, le voilà. Tiens, voilà, parfait. Au cours d'un mois normal, vous venez faire vos courses dans cet hypermarché. Très rarement, occasionnellement, régulièrement, souvent. Ça, je vais être vulgaire, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Rentrez-vous ça dans le crâne. C'est pourri, c'est honteux, c'est minable. C'est bref. Allez chercher le dictionnaire des synonymes et complétez ma liste. Pourquoi? Bah, très rarement, c'est quoi? Déjà, tu sais pas ce que ça veut dire très rarement. Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est une fois par an? Selon les types de biens, c'est complètement incomparable. Selon les types de personnes qui répondent, c'est complètement incomparable. Ça se trouve, pour moi, très rarement, c'est qu'une fois par an. Pour ma maman, c'est 2 fois dans l'année. Et pour ton grand-père, c'est une fois tous les mois. Donc en fait, quand tu as des réponses très rarement, les personnes se donnent une définition qui leur est intrinsèque, qui leur est personnelle, du très rarement, et ça rend les réponses absolument pas comparables. Donc en fait, c'est pas du quanti, ça, c'est même pas du quali, c'est juste nul. C'est pourri, minable, à bannir, jamais. Que mangez-vous généralement au dîner? Alors là, on va sur les différences culturelles, notamment dans une perspective d'administration de questionnaires de manière internationale. Déjà, anciennement, dans le nord de la France, on peut noter que le dîner désignait le déjeuner. Et c'est par exemple toujours le cas au Québec. Donc, par exemple, dans une étude internationale francophone, ça serait le gros bordel, cette question. Parce que des gens répondraient pour le repas du soir, en France par exemple, et d'autres répondraient pour le repas du midi, au Québec par exemple. Donc vous mettez le repas du soir et puis c'est torché. Après, le problème avec ces différences culturelles, c'est qu'il faut en avoir conscience au moment de la rédaction, donc il faut les connaître. Et donc là, comment on corrige ce problème? Eh bien, on fait des pré-tests.
Et on s'aperçoit en général que les réponses ne sont pas conformes à ce qu'elles devraient être, quand on fait bien son analyse a posteriori. Bref, le style de rédaction. On favorise autant que faire se peut un style direct. Donc ça sous-entend par exemple, pour se donner l'exemple le plus probant, le plus facile d'accès, on élimine les formes interro-négatives et en particulier les doubles négations. Je vous lis une petite phrase qui est quand même collector que j'avais trouvée dans un questionnaire de consommation. Ne pensez-vous pas que les hypermarchés ne donnent pas assez de conseils à leurs clients ? Alors bon, tu te penches 2 secondes sur la question, tu comprends, mais si toutes les questions de ton questionnaire qu'en fait 30 sont tournées ainsi, tu vas trouver ça relou. Hein. Et à la fin, t'en auras peut-être marre et tu seras même pas certain de comprendre le sens de la question, tu vas répondre quand même parce que ça te gave. Et ton but, c'est pas ça, justement, tu veux des réponses fiables et valides. Tu veux un outil fiable et des réponses valides. Pardon. Et donc, du coup, tu peux tout à fait le transformer en mode vos hypermarchés vous donnent-ils assez de conseils à leurs clients ? Voilà. Pas de négation, pas de double négation. En outre, il faut essayer d'être bref. Alors ça, c'était issu d'une enquête du Crous de l'Université de Tours. Collector. Si, selon vous, les étudiants mangent mal en général, pensez-vous que des actions telles que la semaine du goût, des séances d'information sur la nutrition ou des réductions dans les magasins d'alimentation, entre parenthèses sur les produits frais par exemple, pourraient être utiles ? C'est un peu lourd à digérer, hein. Rappel de ce qu'on a vu au dernier cours sur en plus des questions qui peuvent être décomposées en plusieurs. Ici, on te demande d'évaluer des trucs du genre, des actions du genre. La semaine du goût, des séances d'infos sur la nutrition, des réductions dans les magasins d'alimentation et leur utilité. Et en plus, si les étudiants mangent mal, du coup, quand tu as une réponse du genre « Ah oui, je pense que c'est vrai », qu'est-ce que t'en fais ? Mais qu'est-ce que t'en fais ? Il répond « C'est vrai pour les magasins d'alimentation, c'est vrai les étudiants mangent mal », il répond « Oui pour le global ». Bref, tu peux rien faire d'une réponse avec ça. Même si tu fais par exemple un liqueur derrière. Plutôt pas d'accord, tout à fait d'accord. Ça veut dire quoi ? Que les étudiants mangent mal, que, bref, vous m'aurez compris, de la merde. Tu décomposes en plusieurs questions et tu fais simple. Le style et la pertinence des réponses. Le style est vraiment important parce qu'il peut influer sur la validité des réponses selon le caractère direct ou non des questions. On vient de le voir. Par exemple, si on souhaite connaître l'intérêt d'un journal, doit-on demander « Ce journal vous intéresse-t-il » ? Et là, on va voir une autre nuance. Il faut parfois procéder par des voies détournées. Lorsque l'individu, en fait, il attribue de l'importance au sujet sur lequel il est interrogé, ça c'est important, drapeau rouge, ces mécanismes psychologiques de défense interviennent si l'on utilise une approche directe. T'aimes ça ou t'aimes pas ça ? Les questions, petite citation de Muccelli, les questions directes sur des problèmes importants pour l'individu sont vouées à ne percevoir que des masques. C'est ce qu'on appelle des réponses de façade. Le masque, c'est celui d'un répondant logique, cohérent, d'un point de vue social, rationnel, donc conforme aux normes sociales. Ce comportement, il est majoritairement involontaire. Ceux qui mentent ou qui trichent dans les questionnaires de manière volontaire, réfléchie, en fait, ils sont très peu nombreux. Tous ces biais, toutes ces heuristiques cognitives que je vous ai présentées, le plus souvent, elles nous sont inconscientes. Comme le fait qu'on a pu le tester 100 fois, pour reprendre une heuristique qui illustre bien le caractère inconscient, quand vous devez demander quelque chose à quelqu'un, 2 types de tests. L'ouverture à autrui. Les gens qui sourient, vous allez plus vers eux que les gens qui font la gueule. Mais vous vous dites pas sur le coup « Ah, lui, il sourit, il a l'air sympa ». Vous ne conscientisez pas tout ça. Vous ne vous le dites pas dans votre tête. Et pourtant, ça se produit et inconsciemment, votre cerveau, il le traite en une fraction de seconde. Parce qu'en vrai, on est des putains de supercalculateurs, c'est assez impressionnant. Même si on foire souvent aussi. Genre, ce qu'on arrive à traiter en 2 secondes, c'est quand même pas mal. Mais bref. Et donc, du coup, si on veut éviter ces biais-là, il faut éviter les questions directes. Et on le sait notamment sur certains sujets comme les valeurs de santé, d'apparence du corps, de forme physique, on va se donner un exemple. Elles ont beaucoup d'importance pour les gens et notamment dans la définition d'eux-mêmes, dans leur amour-propre. Ainsi, on sait que le rôle de l'alimentation est primordial. On a pu mettre en exergue par une étude du comportement alimentaire des Français au petit déjeuner qu'on avait beaucoup de réponses de façade. Ce qui est très souvent négligé en France, le petit déjeuner. Ainsi, une approche directe du type « Prenez-vous habituellement un petit déjeuner ?» Oui, non. On obtient majoritairement des oui, très surestimés. En outre,
Attendez, je me mélange là. Ah voilà. En outre, on avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ce qu'ils mangeaient le matin. Et on obtenait des réponses qui sont conformes en fait à l'image sociale qu'on est donnée et notamment qui est véhiculée dans les médias. Je mange du pain, je prends un café ou un thé, un petit jus d'orange pour les fruits, des céréales, et puis un vrai fruit aussi, hein, parce que 5 fruits et légumes par jour. Et on sait vraiment pertinemment qu'il n'en est rien. Je vous parlais tout à l'heure des panels, et ils le prouvent aisément. Pourquoi? Parce qu'en fait, on compare ce que les gens déclarent faire avec ce qu'ils achètent vraiment. Et là, on voit dans leurs achats effectifs à Carouf, à fucking Leclerc ou que sais-je encore, que c'est pas vrai. Ils achètent pas des fruits, des céréales le matin, ils achètent du café et ils mangent pas du pain. Et a fortiori, on peut le vérifier en faisant des observations, par exemple. Donc ici, on va privilégier plutôt une approche indirecte. Racontez-moi votre début de journée habituel dès votre réveil, par exemple. Et là, on va voir si dedans, mais ça c'est du qualitatif malheureusement, hein. Enfin malheureusement, c'est moins pratique que du quanti. Dès votre réveil. Et là, on va voir s'il te parle de son petit-déj. Mais tu vois, ça va moins mobiliser son image sociale de lui-même, donc son estime de lui, son amour-propre, qui va vouloir être conforme à une image qui est positive socialement, celle de prendre un petit-déj équilibré. Là, il va pouvoir te dire, bah, je me siffle un café, je me prends une douche, puis le matin, je suis pressé parce que j'aime dormir, puis après, je file au boulot. Bah, t'auras compris qu'il prend pas de petit-déj. Par contre, tu lui aurais demandé directement, prenez-vous un petit-déj le matin? Ah oui, oui, des fois, je mange un spéculoos avec mon café. Ah, ça, c'est du petit-déj équilibré. Bref, vous aurez compris l'idée. Donc je vous ai mis faut que je vous mette en plus un petit PDF qui s'appelle structure du questionnaire. Est-ce que je l'ai là? Ouais, super. Pouf, pouf, pouf. Allez ma poule, charge. Donc, c'est un document très simple que je vais vous laisser consulter vous-même. Mais en gros, ça reprend l'ordre classique des questions et leur ordonnancement dans un questionnaire. Ça se comprend tout seul. Il y a 6 types de questions qui sont décrites, qui vont du moins complexe au plus complexe. Et c'est la manière dont concrètement on doit concevoir son questionnaire, avec prévoir en dernier temps quand même un retour avec des questions plus simples, ce que j'indique pas mais que j'ai indiqué par ailleurs. Je vous laisse le découvrir, je vous le mets sur Célène. Je veux avancer dans la partie commentaire des slides. Ensuite, dernière partie de ce petit cours, ça c'est pas forcément à savoir par cœur, même si je pense qu'en fait c'est limite les choses les plus intéressantes pour raisonner nos interactions quotidiennes, outre la matière qu'est le RC, aussi bien dans la construction des enquêtes que de l'analyse des résultats où les biais et les heuristiques cognitives vont nous intéresser au premier chef. Je pense que les biais ils sont hyper intéressants quand on essaie de raisonner notre vie sociale, même dans nos interactions avec nos proches, nos amis, notre famille ou des inconnus. Ces biais ils peuvent survenir notamment en entreprise, dans des échanges professionnels. Bref, en avoir conscience, je trouve que c'est vraiment une arme. Une arme, le terme est trop fort, mais c'est un atout pour se mouvoir dans le monde social qu'est le nôtre. Et donc du coup, j'ai à cœur de vous les présenter, mais je vous demanderai pas de les apprendre par cœur parce que je pense que comparativement à ce qu'est le cœur conceptuel des méthodologies et de leurs concepts reliés, c'est un petit peu moins important. Mais ça illustre très bien pourquoi elles sont utiles et pourquoi on s'oblige à ce genre de cadre méthodologique, parce qu'on a ces biais. Donc bref. La formulation des questions, je vous l'ai dit, elle peut provoquer chez l'enquêté, le répondant, des effets et des réactions qui sont liés à des phénomènes d'ordre psychologique ou psychosociologique. C'est des mécanismes de défense du sujet, pour le dire très vite, ou parfois des raccourcis qu'on fait, c'est ce qu'on appelle les heuristiques. Tout individu aura tendance à se défendre, et on le fait tous, hein, vous et moi compris, même tout à fait inconsciemment, et c'est ça le problème d'ailleurs, notamment dans l'image qu'on a de nous-mêmes et dans notre amour propre, ce que certains psychologues appellent l'intégrité unité de la personne. Face à une remise en question, face à une remise en cause, que peut susciter un questionnaire? On l'a vu avec l'exemple des questions directes. D'où la tendance à donner une image positive de nous-mêmes quand on répond. Le réflexe, c'est la bonne réponse. Voilà. Et on va voir plusieurs types de biais qui illustrent ce que je viens d'évoquer. La tendance centrale, je vous en ai parlé tout à l'heure en fait. Les sondés ont tendance à éviter les réponses extrêmes, c'est-à-dire c'est très mal, c'est très bien. C'est le biais de tendance centrale en fait. Ainsi, lorsque les réponses possibles sont vraies, probables, possibles, sans opinion et faux, par exemple, ce qui serait d'ailleurs des réponses de merde, mais bref, enfin je veux dire des modalités de réponse de merde, un peu comme le très occasionnellement, souvent, rarement, voilà, mais bon bref. Les réponses probables et possibles vont être nettement représentées. Surreprésentées en l'occurrence. Pourquoi? Parce qu'elles sont une valeur refuge, un peu comme le nini. C'est le biais de la tendance centrale. Donc, on ne peut pas totalement s'en prémunir quand on construit son questionnaire, outre
la valeur centrale qu'on peut inclure dans les éléments de réponse. Par contre, il faut l'avoir en tête quand on analyse nos réponses. Oups, petit bug. Tendance à l'acquiescement, qui est aussi dénommé effet de consentement. C'est l'attraction de la réponse positive. L'acquiescement a une attraction du sujet pour des réponses positives. Oui, vrai, d'accord. C'est pas tout à fait pareil que ce que je viens de dire précédemment. Les gens disent plus volontiers oui que non. C'est pas la tendance centrale. C'est plutôt répondre par la positive. On est bien d'accord sur la nuance. C'est une expression de la suggestibilité humaine. On a un souci de politesse, de sympathie. On veut arranger son prochain. Et on veut aussi éviter de justifier des réponses négatives ou en tout cas qui peuvent sortir du cadre de la norme. On veut éviter de paraître non intégré, etc. Donc on va plutôt avoir tendance à répondre par la positive. C'est un petit défaut humain là encore. Ça va être amplifié quand en plus on a un énoncé tendancieux. On obtient alors des réponses en fait qui sont totalement suggérées par la question. Pour éviter ce problème en fait, on va éviter les questions binaires, ça va permettre aux individus de se situer plus facilement, et on va formuler à la fois positivement et négativement les questions, et alterner ces formulations, de sorte d'éviter d'avoir un effet de contamination en plus de la tendance à l'acquiescement. Le conformisme social, on en a déjà parlé plein de fois, donc je vais vite, vous pouvez mettre en pause, de toute façon vous avez le PowerPoint intégral sur Célène. Les réponses suggérées par les questions. L'enquêté saisira souvent, de façon inconsciente, toujours, tout indice qui indiquerait le type de réponse qu'il jugera attendu ou souhaité. En gros, si on a l'impression, en lisant la question, que l'enquêté, il veut ça comme réponse, on va lui donner. Parce qu'on est des gens sympas et arrangeants. C'est cool. La tournure, aussi bien que les termes de la question, donc, peuvent induire la réponse. Soit parce que le répondant il perçoit ce qu'attend le questionneur, bon c'est un terme pas très français, pardonnez le néologisme, c'est ce que je vous disais à l'instant, soit parce que l'une des deux réponses offertes est inacceptable logiquement ou socialement. Et dans ce cas-là, en fait, la réponse est suggérée par la question. On va pas répondre de but en blanc qu'on est raciste si le questionnaire est administré à l'oral. C'est très rare de le revendiquer. Si le questionnaire est nominatif, même s'il se fait sous format écrit, on va avoir moins de gens qui le revendiquent, etc., etc., etc. Je vous avais donné l'exemple des sextoys aussi. Bref. Le cadrage. C'est un biais qui a des conséquences en termes de prise de décision. Nos décisions, elles sont modifiées en fonction des mots utilisés pour présenter le problème. Par exemple, des mots très très forts comme survie ou mort. On sait que ça détermine des mots aussi forts les réponses des sujets. Par exemple, là, ça suscite des réactions de sujets. On a d'autres mots qui sont comme ça très chargés et qui sont complètement biaisés. Mort, guerre, sexualité. Ainsi, sur ce type de mots, quand ils sont inclus dans des questions, les réponses positives sont moins fréquentes. On le sait. Donc il faut employer quoi ? Des moyens détournés de poser la même question. À la place de guerre, tu prends quoi ? Tu prends conflit armé. Etc., etc., etc. À la place de mort, tu mets quoi ? Fin de vie. Tu emploies des euphémismes. Voilà. À savoir, potentiellement, de la novlangue, mais au sens orwellien du terme, et non pas au sens entrepreneurial du terme. L'effet d'ancrage. Dans une question fermée, les modalités proposées en première position à l'oral ou en haut à gauche à l'écrit auront une probabilité plus forte d'être choisies. Que dire de plus si ce n'est lire la définition ? Tout est là. C'est gênant quand même, vous trouvez pas ? C'est à croire qu'on est vraiment des grosses feignasses quoi. Ouais, c'est en haut ou c'est à gauche, allez je coche. Je lis même pas à la fin. Non, c'est fou. Ou c'est peut-être un effet de première impression à cause de... C'est le premier truc qu'on a lu, puisqu'on lit de gauche à droite, en tout cas en Europe, pas au Japon. Bref. Mais du coup, on a vraiment un effet d'ancrage. C'est pour ça d'ailleurs que les sites sont souvent organisés en F, vous savez, avec en haut là, une première bannière, souvent un menu déroulant sur la gauche, et parfois, au milieu, à nouveau, quelque chose d'horizontal qui vient à nouveau structurer. Eh ben, c'est du fait de l'effet d'ancrage et de la manière dont se déplace notre regard, et ça a une incidence évidemment en ERC, puisque ça modifie potentiellement la structure des réponses. Et franchement, c'est très difficile de s'en prémunir. Quel est le moyen de s'en prémunir ? Essayez de le raisonner 2 secondes. Essayez de trouver la réponse par vous-même avant que je vous la donne. Pour vérifier que les individus ne sont pas trop soumis à l'effet d'ancrage, on intervertit l'ordre des réponses dans notre questionnaire. De cette manière, ça nous permet d'isoler le type qui répond tout le temps en haut à gauche. Notamment, quand on peut faire des pièges, en fait on pose la même question, par exemple en place 10 dans le questionnaire et en place 30 dans le questionnaire, c'est la même question,
Mais en fait, on inverse les modalités de réponse. Et si une même personne a répondu en phase 10, la première question en haut à gauche, et en phase 30, la première question en haut à gauche, alors que les questions sont inversées dans les modalités de réponse, ça veut dire que pour la même question, il a répondu plutôt d'accord et plutôt pas d'accord, par exemple. Là, on sait qu'il ment, qu'il a pas l'entier. Enfin, on sait qu'il ment. Non, on sait pas qu'il ment en fait. On sait qu'il a répondu à la wall again. Ou qu'il a été soumis à l'effet d'ancrage. Et ça nous permet en fait d'évacuer sa réponse et de traiter que des réponses qui sont valides. Voilà. L'effet de contamination, très présent, classique du genre. Si vous devez en retenir qu'un, peut-être avec l'effet d'ancrage, ça serait lui. Lorsque dans un questionnaire, plusieurs questions sont posées d'affilée sous la même forme, les interviewés ont tendance à répondre de manière semblable. Je viens de vous citer un exemple pour contrer cet effet. C'est-à-dire à donner la même réponse, là, au même endroit. Alors là, c'est outre l'effet d'ancrage. Hein. On est bien d'accord. C'est outre le fait qu'on réponde qu'en haut à gauche. C'est par exemple, j'ai décidé que je répondais qu'au milieu, ou j'ai décidé que je donnais que la quatrième modalité de réponse. Donc ça pourrait être l'avant-dernière à droite finalement. Et vous faites que ça. Donc il ne faut pas hésiter, pour s'en prémunir, à casser le rythme des listes des questions avec des échelles inversées ou varier les types de questions, du différentiel sémantique, du Likert, du nominal, de l'ordinal, etc., etc. Vous verrez plus spécifiquement en TD ce genre de choses. Mais bref, il faut faire varier les formulations des questions, pour le dire vite. Et enfin, la longueur du questionnaire, je terminerai là-dessus. Enfin, je crois, si je ne dis pas de bêtises, oui, le codage... Vous n'en avez pas spécifiquement besoin à ce stade et vous le reverrez en ERC2. Vous pourrez lire par curiosité. Mais bref, la longueur du questionnaire, en fait, elle détermine potentiellement la probabilité que les gens vont avoir d'y répondre et les gens qui vont aller jusqu'au bout. Hein. Les questionnaires trop longs, c'est chiant et les gens répondent pas. Ou alors surtout, en fait, le plus grand risque, c'est qu'à la fin, ils répondent un peu à l'arrache, en fait. Et c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on veut des réponses valides, encore une fois. Donc, une bonne enquête. Alors après, ça dépend aussi de la difficulté de compréhension de vos questions. C'est toujours pareil, hein, tout est contingent. Mais bref, globalement, on recommande de faire 20 à 25 questions. Au-delà de ça, on parle d'enquête d'experts et c'est pas destiné au grand public. C'est des gens qui ont un intérêt à la réponse à l'enquête. Par exemple, en milieu professionnel, sur des pratiques professionnelles, sur le bien-être au travail, par exemple, ou sur un public de vendeurs s'agissant des meilleures techniques de vente. C'est des gens qui ont intérêt à voir les résultats du questionnaire et du coup, ils sont plus enclins à répondre à un questionnaire plus complexe avec plus d'attention. Voilà. Et bref, une série de plus de 10 à 12 questions fermées à la suite lasse l'enquêté. Hein. Ça rejoint ce que je vous disais précédemment sur l'effet de contamination. Donc une astuce consiste à casser le rythme de l'enquête en intégrant alors une question ouverte au milieu, par exemple. Ça rejoint différents commentaires que je vous ai faits s'agissant des biais. Ce qui est pratique, c'est que vous aurez vu que pour s'en prémunir de ces différents biais que j'ai pu vous présenter, on a souvent recours à des moyens qui sont très similaires. Donc au moins, il n'y a pas 36 000 modalités de réponse à différents types de biais cognitifs. Et ça, c'est plutôt pratique. Mais bref, j'espère que j'aurai réussi à être clair, à vous intéresser à un minimum. Je vous souhaite d'excellentes révisions en vue du partiel final et nous aurons le plaisir de nous voir, que ce soit au format numérique ou en vrai, sait-on jamais, si jamais nous sommes déconfinés en décembre, pour le dernier TD que j'animerai. Bon courage, bonne révision et bonne journée à vous. Ciao, ciao.